Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans cette seconde vidéo sur Windows Server, nous allons parler du serveur DNS. Nous verrons comment il fonctionne, son installation, ainsi que sa gestion. Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour les plus téméraires d'entre vous, un petit pouce bleu et un commentaire, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la Veille Techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers du réseau. Le DNS est un protocole qui permet d'associer un nom à une adresse IP. Lorsque vous tapez une adresse dans votre navigateur, celui-ci interroge le DNS pour savoir à quelle adresse IP correspond le nom que vous avez renseigné. On appelle cette correspondance un enregistrement DNS. Voici un aperçu du processus de fonctionnement du serveur DNS lors d'une recherche sur Internet. Lorsque vous saisissez un nom de domaine dans la barre d'adresse de votre navigateur, votre appareil envoie une requête DNS au serveur DNS configuré dans vos paramètres réseau. Cette requête contient le nom de domaine que vous souhaitez visiter, par exemple www.monentreprise.com. Le serveur DNS commence par vérifier s'il possède une entrée correspondante dans son cache local. Les serveurs DNS conservent en mémoire les traductions récentes effectuées pour accélérer les recherches et réduire le trafic réseau. Si aucune entrée n'est trouvée dans le cache local, le serveur DNS envoie une requête au serveur racine du DNS. Ces serveurs contiennent des informations sur les serveurs DNS du premier niveau pour chaque extension du domaine, .com, .org, .net, etc. Le serveur racine renvoie la requête vers les serveurs de domaine de premier niveau appropriés en fonction de l'extension du domaine recherché, ici .com. Les serveurs de domaine de premier niveau renvoient ensuite la requête vers les serveurs de domaine autoritaires qui sont responsables de la zone spécifique du domaine recherché. Par exemple, les serveurs DNS de l'hébergeur web de monentreprise.com. Enfin, les serveurs de domaine autoritaires répondent à la requête DNS en fournissant l'adresse IP associée au nom de domaine demandé. Cette réponse est renvoyée par étapes successives à votre appareil via les différents niveaux de serveurs DNS consultés. Une fois que le serveur DNS obtient la réponse de l'autorité compétente, il met à jour son cache local avec cette information pour accélérer les futures requêtes similaires. Enfin, l'adresse IP obtenue est renvoyée à l'application ou au navigateur demandeur, lui permettant d'établir une connexion avec le serveur web correspondant et d'afficher la page web demandée. Voici toutes les étapes écrites. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez les lire plus attentivement. Nous allons maintenant passer à l'installation du rôle DNS. Dirigeons-nous sur le tableau de bord, puis dans la partie des accès rapides, nous allons cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. La première fenêtre qui va s'ouvrir est une fenêtre informative qui explique comment fonctionne l'assistant. Nous pouvons ignorer cette fenêtre pour ne plus la voir lors de nos prochaines installations. On nous propose ensuite deux choix. Le premier consiste à installer des rôles sur un serveur physique unique, ce qui est notre cas. En choisissant le second choix, installation des services bureau à distance, vous configurez le serveur pour qu'il prenne en charge les connexions bureau à distance, ce qui peut inclure l'installation des composants nécessaires pour permettre aux utilisateurs de se connecter au serveur à distance et d'accéder à des bureaux ou à des applications publiées. Dans cette partie, il nous faut sélectionner le serveur qui va recevoir l'installation. N'ayant qu'un seul serveur, la question ne se pose pas pour nous, mais vous pourriez administrer plusieurs serveurs à distance et vouloir effectuer cette installation sur l'un d'entre eux. Dans la fenêtre suivante, nous allons choisir le rôle à installer. Nous voulons installer le rôle DNS. Nous sélectionnons donc le serveur DNS. En faisant cela, on nous affiche une nouvelle fenêtre. Dans celle-ci, on nous explique que pour que notre rôle DNS fonctionne correctement, nous devons installer certaines fonctionnalités. Il nous suffit de cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités » pour accepter l'ajout de ceci et nous pouvons avancer. Ensuite, nous arrivons dans la partie « Fonctionnalités ». Ceux nécessaires au bon fonctionnement de notre rôle sont déjà sélectionnés, étant donné que nous les avons acceptés précédemment. Mais nous pourrions souhaiter en ajouter d'autres. Ce n'est pas notre cas, nous pouvons donc passer à l'étape suivante. L'assistant est maintenant prêt à effectuer les installations. Il nous propose un petit résumé sur le rôle sélectionné. Nous pouvons passer à l'étape d'installation et patienter pendant le déroulement de l'opération. Maintenant que le rôle est installé, il va falloir le configurer.
Nous allons donc le sélectionner dans le menu rapide et effectuer un clic droit sur notre serveur pour aller chercher le gestionnaire DNS. Nous arriverons sur cette fenêtre. Mais avant toute chose, il faut s'assurer d'un minimum de sécurité. Actuellement, notre serveur écoute les requêtes DNS sur toutes les interfaces. Dans notre cas, nous n'en avons qu'une seule, mais la plupart du temps, votre serveur aura plusieurs interfaces, et il est judicieux de ne garder en écoute que les interfaces qui doivent écouter. Voici pourquoi. En premier lieu, pour la sécurité. Limiter le serveur DNS à écouter sur des interfaces spécifiques réduit la surface d'attaque potentielle en limitant l'exposition du service au réseau externe. Cela réduit les risques liés aux attaques potentielles contre le serveur DNS. Ensuite, pour les performances. En limitant le nombre d'interfaces sur lesquelles le serveur DNS écoute, vous réduisez la charge de traitement des requêtes DNS, ce qui peut améliorer les performances globales du serveur. Puis, pour l'isolation des réseaux. Si votre serveur est connecté à plusieurs réseaux, vous pouvez choisir d'écouter les requêtes DNS uniquement sur les interfaces correspondant aux réseaux sur lesquels vous souhaitez fournir des services DNS. Revenons sur notre gestionnaire et allons voir où modifier cette option. Clic droit sur notre serveur, à gauche ou à droite, peu importe, puis Propriétés. Dans le premier onglet Interface, vous pouvez définir où vous souhaitez que votre serveur écoute les requêtes. Configurons maintenant notre DNS. Pour ce faire, nous allons commencer par la zone directe. Une zone directe est une partie de l'espace de nom DNS qui est responsable de la résolution des noms de domaine en adresse IP. Elle contient les enregistrements DNS qui associent les noms de domaine à des adresses IP spécifiques. Dans une zone directe, les administrateurs peuvent configurer des enregistrements tels que les enregistrements A pour mapper un nom de domaine à une adresse IPv4, des enregistrements AAAA pour mapper un nom de domaine à une adresse IPv6, des enregistrements MX pour spécifier les serveurs de messagerie pour un domaine, et des enregistrements CNAME pour créer des alias de noms de domaine. Il existe d'autres enregistrements, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Les zones directes sont généralement hébergées sur des serveurs DNS autoritaires qui sont chargés de répondre aux requêtes DNS pour les domaines dont ils ont la responsabilité. Les changements dans une zone directe doivent être propagés à travers l'Internet via le processus de mise à jour de zone pour assurer la cohérence des informations DNS. Nous allons donc mettre en place une zone directe. Retournons dans notre gestionnaire DNS, puis, dans la partie de gauche, développons notre serveur. Dans cette vidéo, nous ne verrons que la zone directe et la zone inversée. Effectuons un clic droit sur la zone directe pour sélectionner une nouvelle zone. Nous arriverons dans l'assistant de création. À la fenêtre suivante, on nous propose 3 choix. Pour le moment, nous souhaitons créer une zone principale. Nous verrons la zone secondaire après. Quant à la zone stub, nous n'allons pas nous en occuper. Mais sachez qu'une zone stub est une version allégée d'une autre zone qui ne contiendra que des informations sur les serveurs de noms autoritaires pour une zone particulière. Elle est utilisée pour réduire la charge de travail des serveurs DNS. Nous allons donc sélectionner la zone principale. Nous allons ensuite nommer notre zone directe. Vous pouvez utiliser votre nom de domaine ou un dérivé selon les besoins de votre entreprise. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser un fichier de zone déjà existant pour la création, mais ce n'est pas notre cas. Nous allons donc en créer un nouveau. Dans cette dernière fenêtre, nous devons accepter ou non l'automatisation des mises à jour. Nous n'avons pas encore d'Active Directory, et autoriser les mises à jour non sécurisées est une très mauvaise idée en termes de sécurité. Nous allons donc les refuser. La zone est désormais créée. Nous n'avons pour le moment que 2 enregistrements qui permettent d'identifier le serveur faisant autorité, c'est l'enregistrement SOA, ainsi que le serveur de nom NS. Nous allons créer un enregistrement pour voir comment cela fonctionne. Dirigeons-nous vers le menu Action. Imaginons que nous souhaitions mettre en place un intranet et donc lui donner un nom. Celui-ci pointera sur une adresse IPv4, il nous faut donc créer un hôte A. Nous allons lui donner le nom d'intranet et l'adresse IP vers laquelle il doit pointer. Nous n'allons pas nous soucier du pointeur PTR pour le moment, nous le verrons un peu plus tard. Et voilà, notre enregistrement est créé. Notre intranet sera désormais accessible via l'adresse intranet.veilletechno.fr. À présent, nous allons mettre en place une zone inversée. La zone inversée est utilisée pour associer des adresses IP à des noms de domaine. Contrairement à la zone directe qui traduit les noms de domaine en adresse IP,
La zone inversée fait l'inverse, en traduisant les adresses IP en nom de domaine. Pour illustrer tout ça, nous allons effectuer un simple test. Nous avons déjà configuré notre zone directe. La résolution du nom en adresse IP est donc fonctionnelle. Voyons cela. Tout d'abord, rendons-nous dans la configuration réseau et configurons en DNS préféré notre serveur. C'est désormais notre serveur qui va effectuer les résolutions DNS. Maintenant, ouvrons un invité de commande et tapons la commande nslookup intranet.vitechno.fr. nslookup est un outil pour interroger et diagnostiquer les informations de résolution de nom de domaine. En gros, il teste les DNS. Sans surprise, la résolution du nom en adresse IP se fait bien grâce à notre zone directe. Maintenant, tentons l'inverse et essayons de résoudre l'adresse IP en nom de domaine. Là, c'est l'échec. Sans zone inversée, cette résolution est impossible. Alors, allons-y. Créons une zone inversée. Pour cela, rendons-nous à nouveau dans notre gestionnaire DNS. Clic droit sur la zone de recherche inversée, puis Nouvelle zone. On reste en zone principale. Tout à l'heure, nous avons parlé un peu de la zone stub, mais pas de la zone secondaire. C'est une réplique d'une zone principale. Si une des zones principales tombe en panne, sa zone secondaire prendra le relais. Nous n'en utiliserons pas dans cette vidéo car nous n'avons qu'un seul serveur, et créer une zone secondaire sur le même serveur que la zone principale est inutile. Ensuite, nous devons choisir sur quoi va se baser notre zone inversée, IPv4 ou IPv6. Pour nous, ce sera l'IPv4. Puis, il faut renseigner l'ID réseau ou le nom de la zone. Si vous n'êtes pas familier avec le terme d'ID réseau, je vous renvoie à ma première vidéo sur les adresses IP et le binaire. Nous sommes dans le réseau 192.168.50.0/24. Notre ID réseau est donc 192.168.50. En configurant la zone inversée, nous allons créer des enregistrements PTR qui associent les adresses IP à des noms de domaine. L'ID réseau est utilisé pour organiser ces enregistrements PTR dans des sous-domaines appropriés de la zone inversée. Les dernières étapes sont identiques à la zone directe. On crée un nouveau fichier et on refuse les mises à jour dynamiques. Une fois terminé, nous avons notre recherche inversée. Mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Et oui, il nous faut créer notre pointeur PTR. Donc clic droit sur notre zone, puis Nouveau pointeur PTR. On renseigne l'adresse à pointer et le nom d'hôte qui lui correspondra, et le tour est joué. Et là, vous vous demandez si le nslookup va réussir à résoudre notre adresse IP. Eh bien testons. Et la réponse est oui. Notre serveur DNS réussit désormais à pointer l'adresse IP sur le nom de domaine. Nous avons terminé la configuration de notre serveur DNS. Il est désormais opérationnel. Bien sûr, il reste beaucoup à dire sur le DNS, mais il est impossible de tout voir en moins de 15 minutes et je pense vous avoir donné les outils principaux pour comprendre comment fonctionne un serveur DNS. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques bonnes pratiques à observer pour mieux gérer son serveur DNS. Le nettoyage des zones DNS sur un serveur Windows est une pratique importante pour maintenir la santé et l'efficacité de votre infrastructure DNS. Voici quelques raisons pour lesquelles le nettoyage des zones DNS est crucial. Au fil du temps, des enregistrements DNS obsolètes peuvent s'accumuler dans les zones DNS, notamment des enregistrements pour des périphériques qui ne sont plus connectés au réseau ou des services qui ne sont plus utilisés. Le nettoyage régulier permet de supprimer ces enregistrements inutiles, ce qui contribue à maintenir la base de données DNS propre et à réduire la charge de travail du serveur DNS. Des zones DNS encombrées de nombreux enregistrements peuvent ralentir les performances du serveur DNS, en particulier lors de la résolution des requêtes. En nettoyant régulièrement les zones DNS, vous pouvez réduire la taille de la base de données DNS et améliorer ainsi les performances globales du serveur. Les enregistrements DNS obsolètes ou incorrects peuvent être exploités par des attaquants pour mener des attaques de spoofing DNS ou d'autres types d'attaques. En nettoyant régulièrement les zones DNS et en supprimant les enregistrements inutiles ou incorrects, vous réduisez les risques de sécurité associés à votre infrastructure DNS. En nettoyant régulièrement les zones DNS, vous pouvez vous assurer que les enregistrements DNS restent précis et à jour, ce qui est essentiel pour garantir que les services réseau fonctionnent correctement et que les utilisateurs peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin. Voici maintenant la démarche à suivre pour automatiser ce nettoyage.
Dans notre gestionnaire DNS, nous allons faire un clic droit sur notre serveur, puis sélectionner Définir le vieillissement en nettoyage pour toutes les zones. Nous pourrons alors déterminer l'intervalle de non-actualisation qui représente la période pendant laquelle le serveur DNS ne tente pas de rafraîchir les enregistrements dynamiques même s'ils changent. Cela aide à réduire la charge sur le serveur DNS en évitant des mises à jour fréquentes et inutiles des enregistrements dynamiques. Quant à l'intervalle d'actualisation, elle spécifie la fréquence à laquelle le serveur DNS tente de mettre à jour les enregistrements dynamiques dans une zone DNS. Un intervalle de rafraîchissement plus court garantit que les enregistrements dynamiques sont mis à jour régulièrement, ce qui contribue à maintenir l'exactitude de la zone DNS. C'est à vous de déterminer ces deux valeurs. Ensuite, nous allons cocher Nettoyer les enregistrements de ressources obsolètes. En validant, nous devrons cocher une nouvelle option pour appliquer ce nettoyage à toutes les zones de l'Active Directory. Et pour finir, on refera un clic droit sur notre serveur, puis Propriétés. Dans l'onglet Avancé, il faudra cocher la case Activer le nettoyage automatique des enregistrements obsolètes. À vous de définir le délai de nettoyage. Il faudra redémarrer le service DNS pour valider les modifications. Nous avons déjà parlé du cache, vous savez donc à quoi il sert, mais il est important de le sécuriser. En effet, un attaquant peut, par exemple, rediriger certaines URL sur une adresse piratée en utilisant un scénario du type Man in the Middle. Pour éviter cela, vérifiez que la protection du cache contre la pollution est bien activée. Pour cela, rendez-vous dans les propriétés de votre serveur DNS, dans l'onglet Avancé, et vérifiez que la case Sécuriser le cache contre la pollution est bien activée. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la veille techno.